la fin novembre, du Monte-Carlo RAC, le Rallye Circus nous a offert une saison 1989 spécialement disputée. Et si Biazon, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui, s'est imposé au volant de sa Lancia intégrale, 89 restera dans les annales comme une saison charnière où Toyota, Mitsubishi, Mazda et même Renault ont affirmé haut et fort leurs prétentions. Une année et des circonstances qui valorisent d'autant plus la performance de Mickey Biazon, Lancia et Michelin. En championnat du monde des rallyes, les pilotes ont à peine le temps de souffler. L'intersaison est très courte, 1 mois et demi entre le RAC et le Monte-Carlo qui traditionnellement débutent les hostilités. Chez Lancia, on a sorti la grosse artillerie avec 3 autos pour Biazon, Oriol et Saby. Mais l'opposition d'entrée pas montré ses prétentions avec Mikola et Salonen, tous deux sur Mazda. Avec Ari Vatanen sur Mitsubishi et Kankkunen, Ericsson et Sainz sur Toyota. Mais rien n'y fera, Biazon s'imposera devant Oriol et Saby, tous trois sur Lancia. Après la France, on passe au Portugal, un rallye où la terre prédomine. Et si le soleil est habituellement présent, l'édition 89 du rallye du Portugal va connaître un temps exécrable. Avec la pluie, les pistes vont se révéler très glissantes. Particulièrement bien équipés par Michelin, les Lancia avec Biazon, Allen et Fiorio vont s'en donner à cœur joie une nouvelle occasion de s'imposer avec 3 autos sur les 3 plus hautes marches du podium. Au Safari Rally, on trouve traditionnellement un maximum d'usines engagées. En effet, une victoire ici offre une garantie de vente énorme dans cette partie de l'Afrique de l'Est. Toutes les marques japonaises sont présentes, même les Subaru, importées à Nairobi par Shekhar Mehta, l'idole de tout un Kenya, passionné de rallye. Mais pour gagner, il faut avant tout une super organisation. Les étapes sont longues, dures et cassantes. Aussi, Lancia, une fois de plus, avait mis tous les atouts dans son jeu. 5 semaines de reconnaissance avec Recalde, le pilote argentin, Alessandro Fiorio en assistance rapide avec une auto bourrée de pièces détachées et un mécano comme copilote, sans oublier une super préparation type Afrique pour la Lancia intégrale. Une tactique qui allait payer en donnant à Mickey une 3e victoire consécutive en 3 rallyes. Retour sur le vieux continent avec le Tour de Corse, l'épreuve aux 10 000 virages qui généralement réussit bien aux pilotes français. Aussi, Lancia a engagé 3 autos pour Oriol, vainqueur ici en 88, pour Yves Loubet et Bruno Saby qui roule avec son auto du championnat de France. Malheureusement, Bruno, en fort belle position, cassera son moteur et laissera devant Didier Oriol et François Chatriot s'expliquer à coups de seconde. Le pilote BMW devra laisser partir Didier Oriol, avantagé par des conditions climatiques difficiles. Propulsion contre 4 roues motrices, la cause était entendue pour le pilote Lancia, qui remporte donc en Corse sa 2e victoire consécutive. 4 rallyes, 4 triomphes Lancia. En Grèce, la hantise de tous les pilotes est la crevaison. Et si les Lancia ont réalisé des exploits, c'est bien grâce à Michelin et à son système ATS, l'appui temporaire souple, constitué d'un anneau de mousse expansée qui limite les conséquences d'une crevaison en permettant de rouler à pleine vitesse jusqu'à la première assistance. Oriol, largement en tête, effectuera une petite sortie de route et devra laisser passer Mickey Biazon qui remporte donc ici son 4e succès consécutif en 4 rallyes. 6e manche du championnat, l'Argentine va recevoir le minimum d'usine au départ de son rallye. C'est loin, très cher, et Lancia est pratiquement imbattable. Alors, 3 autos pour Recalde, l'idole de tout un peuple, qui se souvient de Fangio et de la Panaméricaine, pour Fiorio et pour Ericsson, nouveau venu dans l'écurie Lancia. En fait, l'essentiel du plateau sera constitué de Renault 18 fabriqués sur place. À l'arrivée, pour sa première sortie, Ericsson remportera sa première victoire, amenant définitivement pour 89 une nouvelle victoire en championnat du monde pour Lancia et Michelin. Retour sur le continent européen avec peut-être un des plus beaux rallyes de l'année.
Les 1000 lacs, disputés en Finlande, un véritable sprint de bosse en bosse au milieu des forêts. Le plateau est exceptionnel, 4 usines au départ, 2 Mitsubishi avec Vatanen et Ericsson, le transfuge de chez Lancia, 2 Mazda avec Timo Salonen et Anu Mikkola, les 2 pilotes habituels de la marque, 3 Toyota avec Juha Kankkunen, Carlos Sainz et Kenneth Eriksson, ne pas confondre avec Michael, le vainqueur de l'Argentine. Sans oublier bien sûr Lancia avec Didier Auriol, Markku Alén et Miki Biazon. Longtemps en tête, Carlos Sainz finira 3e après avoir effectué un tonneau, alors que c'est Salonen sur Mazda qui prendra la 2e place, laissant Ericsson remporter sur Mitsubishi 2 victoires consécutives sur 2 marques différentes. Décidément, le championnat du monde des rallyes n'est pas avare du déplacement de ses participants. À peine revenu d'Argentine pour le rallye des 1000 lacs, c'est reparti pour le rallye d'Australie. 3 usines de pointe au départ avec Toyota, Mazda et Lancia. 3 usines qui vont se battre au milieu des kangourous pour remporter la victoire. Et si c'est Toyota qui va l'emporter de haute lutte, signant ainsi sa première victoire de l'année, c'est de la part de notre constructeur national Renault que va venir la bonne surprise avec Alain Oreille qui remporte la victoire en groupe N, affirmant ses prétentions devant 2 Mévius sur Mazda et Trell sur Lancia. Pour le rallye de San Remo, l'événement concerne la sortie de la nouvelle Lancia 16 soupapes affichant des allures de Ferrari dans sa nouvelle robe rouge. Autant le dire immédiatement, Biazon va imposer sa nouvelle monture pour sa première sortie, nous offrant un festival de pilotage, annonçant sans complexe que pour 1990, la marque italienne compte bien rester au premier plan et ne céder en rien face aux Japonais et autres outsiders. Sans tambour ni trompette, Alain Oreille va remporter une fois de plus le groupe N et avancer d'autant vers le titre de champion du monde de la catégorie. Avant-dernière épreuve du championnat, le rallye de Côte d'Ivoire allait décider de la concrétisation du rêve de notre ami Alain Oreille, qui non seulement s'impose dans sa catégorie, mais remporte au classement général la course devant de nombreuses groupes A. Un rallye très dur et très cassant, au volant d'une auto de série, la Renault 5 GT Turbo. Alain effectuera une course intelligente, n'attaquant qu'à bon escient et s'imposant au volant d'une auto légère devant une opposition qui avait plutôt choisi l'option poids et puissance. Et un titre de plus pour la France, avec celui de champion du monde groupe N pour Alain Oreille. Voilà, la saison se termine, il ne reste plus que le RAC, le rallye du Royal Automobile Club d'Angleterre, une épreuve où bien que tous les titres soient décernés, toutes les usines avaient fait le déplacement hormis Lancia. Et à ce petit jeu, c'est Mitsubishi qui va s'imposer avec Arikala, qui profite de la casse de la Toyota de Carlos Sainz, qui avait mené largement la phase finale de ce rallye. En tout cas, une saison fantastique ayant démontré, si besoin en était, que les rallyes sont en pleine croissance et que les pilotes de classe ne manquent pas. 1990 nous permettra de voir une superbe lutte Europe-Japon esquissée dans les derniers rallyes de la saison 89 et d'affirmer l'épanouissement au plus haut niveau de pilotes comme Didier Auriol ou Carlos Sainz, particulièrement malchanceux cette année. Mais attention, rien n'est joué parce que des hommes comme Biazon ne sont pas par hasard champions du monde 2 ans de suite. Le championnat du monde des rallyes passait cette année par Monte-Carlo, le Portugal, le Kenya, la Corse, la Grèce, l'Argentine, la Finlande, l'Australie, l'Italie
et la Grande-Bretagne. Au terme de ce marathon de 10 étapes, c'est Lancia qui remporte son 7e titre mondial. Lancia, mais aussi Michelin sont partenaires dans cette aventure. Tout avait commencé en janvier à Monte-Carlo avec l'hommage de Giovanni Agnelli. C'était pourtant la 11e victoire de Lancia à Monaco, mais c'était la première fois que le grand Manitou du groupe Fiat était là pour féliciter les vainqueurs. Premier succès de la saison donc pour Mickey Biasion et premier triomphe Lancia. Lancia premier avec Biasion, deuxième avec Auriol et troisième avec Sabi. Mais à Monte-Carlo, Mickey Biasion, le champion du monde en titre, doit se cracher dans les mains pour renvoyer Didier Auriol à ses chères études. Auriol, c'est vrai, est un élève turbulent qui n'a aucun respect pour la hiérarchie. Et Auriol pense qu'il est déjà en mesure de faire un sort à Biasion. Droite à fond, sur gauche à fond, sur 100 mètres, piège, gauche sur attention, c'est plus rocher, c'est plus rocher. Il se trompe Auriol car au bout du compte, c'est Biasion, l'Italien, qui va imposer sa loi. Pour Mickey Biasion, c'est le premier succès d'une longue série. Au Portugal, c'est le déluge. Si les espoirs de certains sont douchés par la pluie, Biasion, lui, passe entre les gouttes et s'envole vers sa deuxième victoire. Puis vient le Kenya, un monument du championnat du monde. Biasion s'y est déjà imposé la saison passée. Et il mène la course la plus intelligente qui soit. Biasion qui va y décrocher une nouvelle victoire. Pareil en Grèce et 4e succès pour Mickey Biasion. À San Remo, les Lancia inaugurent une nouvelle robe, mais celle-ci cache un moteur encore plus rageur. Biasion en profite pour épingler son 5e succès de la saison. Ce n'est plus un championnat du monde, c'est un plébiscite pour le petit Italien. Sans doute le pilote le plus intelligent du monde des rallyes. 5 victoires, c'est largement suffisant pour lui assurer son 2e titre mondial. L'Espagnol Carlos Sainz est incontestablement le pilote qui aura le plus marqué cette saison de rallye avec Mickey Biasion. Sainz brillant sur l'asphalte, mais également très compétitif sur la terre.
Sainz, derrière qui se cache un futur champion du monde. Mais Sainz qui domine, mais qui n'arrive pas à décrocher le gros lot, car chez Toyota, on accumule les bourdes et l'Espagnol, lui, est terrassé plus d'une fois par la malchance. Sainz qui pleure ses espoirs déçus. C'est à Monte-Carlo avec Harry Vatanen que la Mitsubishi a fait ses grands débuts dans la compétition. Et déjà, elle annonce un tempérament précoce. Au Mille-Lacs, en Finlande, elle confirme qu'elle est bien née et qu'elle est déjà arrivée à maturité. Elle profite donc de circonstances heureuses et remporte sa première grande victoire avec Michael Eriksson, le laissé-pour-compte de l'équipe Lancia. Et au rallye de Grande-Bretagne, c'est un quadragénaire bedonnant, Pentti Erikala, qui lui offre son deuxième succès en l'espace de 3 mois. Mieux qu'une révélation, Mitsubishi, c'est la bonne surprise du championnat du monde 89. Au chapitre des déceptions, c'est incontestablement Juha Kankkunen qui détient la pole position. Le plus souvent dominé par son équipier Carlos Sainz, le double champion du monde, a rarement fait honneur à sa réputation. À une exception près toutefois, en Australie où il est enfin parvenu à concrétiser tous les espoirs que Toyota avait placés en lui. Une victoire en 2 ans, c'est peu. En jargon hippique, on dirait que Kankkunen n'a même pas gagné son avoine. Moins décevant sans doute que Juha Kankkunen, Didier Auriol n'a pas réalisé malgré tout la saison que l'on attendait de lui après un début en fanfare à Monte-Carlo. Auriol a commis l'erreur de vouloir supplanter Biasion et, emporté par sa fougue et son impatience, il a collectionné les sorties de route. Heureusement, Auriol s'est en partie racheté au Tour de Corse, où il a remporté son deuxième succès consécutif, mais Biasion n'était pas là. L'exploit, c'est celui qui a été réalisé par Alain Oreille et sa petite R5 GT Turbo au rallye de Côte d'Ivoire. On savait la Renault très agile sur le goudron, on l'avait vu se comporter comme une grande sur les pistes australiennes. On lui avait décerné des tonnes de bravo après sa démonstration à San Remo, mais qui aurait pu imaginer son éblouissant final en Afrique? Personne, pas même Alain Oreille, son pilote, sacré champion du monde des voitures de série. Oui, j'ai été vraiment le premier surpris. Disons qu'on avait fait le déplacement pour essayer en vérité de marquer des points pour la coupe FIA du groupe N. Et même si je n'avais pas gagné le groupe N, l'important c'était de prendre des points. On a été très tôt en tête du groupe N, donc on était ravis. Et disons qu'après, quand la victoire s'est dessinée, je dirais vers la fin, quand j'ai vu Van de Bovere arrêter, là j'ai été très très surpris. Parce que non seulement vous avez gagné le groupe N, mais vous avez gagné le scratch aussi. C'est la première victoire d'une groupe N au scratch dans un rallye championnat du monde, non? Tout à fait. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus c'est une groupe N et une 2 roues motrices, une 5 GT Turbo. C'était quand même très inattendu. Donc un résultat au-delà de toutes vos espérances. Mais c'est pas dangereux comme ça de gagner avec une voiture qui théoriquement n'est pas faite pour ça. Maintenant on va dire, bon, pourquoi donner une voiture, pourquoi faire des efforts supplémentaires? On va faire courir Alain Oreille avec la GT Turbo. Oui, de toute façon, il faut être clair. Pour l'instant, il n'y a rien à part la 5 GT Turbo.
Peut-être que ça leur donnera des idées pour la suite, mais enfin, c'est quand même super d'avoir gagné avec une voiture qui, à la base, n'est pas prévue pour surtout gagner un rallye africain. Mais si elle a gagné en Afrique, je pense qu'il faut associer sa fiabilité avant tout. Puisqu'on n'a eu aucun problème et je pense qu'on a... je ne parlerai pas du scratch parce que c'est quand même inattendu, mais enfin, il y a 7 voitures à l'arrivée et la première, c'est une Groupe N, une 5 GT. Et il faut surtout dire que au Sanremo, j'ai attaqué très fort sur la terre, on n'a eu aucun souci. Et ce qui a fait la force de la voiture, c'est qu'on n'a eu aucun souci de l'année et que la voiture était quand même superbement bien préparée. Le champion d'Europe, c'est Yves Loubet, 31 ans, le pilote le plus attaché à ses racines, à ses amis et à la Corse, son pays. Que tu pourrais vivre ailleurs, toi, Yves Loubet? Ça serait difficile. Je pense que je pourrais vivre ailleurs, mais ça serait difficile parce que mes racines sont ici. Bon, mes parents sont pieds noirs. Ils ont vécu en Algérie, mais moi, toute mon enfance, c'est la Corse. Donc mes racines profondes sont en Corse. Je comprends que mes parents soient des déracinés parce que moi, je ne m'imagine pas vivre ailleurs. C'est pas possible. Loubet, c'est un champion au sens le plus noble du terme, un champion qui allie le panache à l'efficacité. Un champion qui ne calcule pas, sauf quand il fait son bilan, chez lui, au Tour de Corse. Celui-là, il faut que je le gagne parce que ça fait trop longtemps que je tourne autour. Et vous savez encore, j'ai fait 8e, j'ai fait 7e, j'ai fait 6e, 5e, 4e, 3e et 2e 2 fois. Bon sang, j'espère l'avoir, cette première place, une fois pour toutes, parce que autrement, c'est à mourir. Les vagues bleues et les bateaux. Yves, il a fallu attendre cette saison 89 et le championnat d'Europe pour que tu obtiennes enfin une première victoire au scratch. C'est bizarre, non? C'est bizarre, oui et non, dans la mesure où c'est la première fois qu'on me propose un championnat complet avec une voiture qui peut gagner, en tout cas, des victoires absolues. Donc, contrat rempli, on a gagné le championnat d'Europe et tant mieux pour nous. Au départ du rallye de Catalogne, Yves Loubet cultive encore le paradoxe d'être l'un des pilotes les plus doués de sa génération, avec un palmarès vierge de toute victoire au scratch. Ça faisait 10 ans que j'attendais de gagner un rallye. J'en rêvais de gagner. J'en rêvais. Bon, quand j'ai gagné, c'était fou dans la voiture. On hurlait de joie. On a gagné Costa Brava où il y avait beaucoup de spectateurs, qui était un rallye fantastique. Gagner ce rallye, bon, pour moi, c'était quelque chose de fou. Alors, j'imagine pas ce qui arrivera lorsque je gagnerai le Tour de Corse ou Monte Carlo ou des choses comme ça. La joie est trop folle. Maintenant, qu'est-ce que j'ai cette soif et cette envie de gagner qui est multipliée. Parce qu'à partir du moment où on commence à toucher ça, c'est peut-être comme, je sais pas, comme l'amour, je dirais, qui est complètement fou. À partir du moment où on essaie, on a envie de recommencer. Il recommencera 3 fois encore après la Costa Brava. Et avec 4 victoires, Loubet pouvait s'emparer de la couronne européenne. Et chez lui, Yves Loubet n'a rien négligé pour aboutir dans ses ambitions. Mais cela ne l'a pas empêché de s'adonner à ses passe-temps favoris sur les vagues du golfe de Porto Vecchio.
Loubet qui avoue qu'il n'est jamais aussi bien que chez lui en Corse. Loubet qui est comme un poisson dans l'eau dès qu'il retrouve l'odeur du maquis et le goût des embruns. Le champion de France, lui, a l'esprit moins aventureux dès qu'il s'extirpe de son siège baquet. Un retour aux sources pour Chatriot, radiologue. Là, on le voit maintenant, c'est le même malade. Hein. Et on le voit. Et tu vois quelle heure tu as. Ça, c'est dangereux. Et ça, alors? Et ça, ça c'est aussi dangereux. Ça, de la manière dont on le conduit. Et alors, la vocation pour François Chatriot, c'est la médecine ou c'est la bagnole? C'est la bagnole. Et qu'as-tu à espérer maintenant de la suite de ta carrière? Alors, c'est évident qu'à 37 ans, je ne peux pas espérer avoir 10 ans ou 15 ans de carrière devant moi. Mais je crois que je peux très bien conduire au...